Donc l'objectif, c'est que je vous présente donc les bonnes pratiques de la stratégie commerciale. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie aussi commerciale, puisque souvent il y a de la confusion sur ces points-là. Et à la fin, je vous donnerai vraiment 5 bonnes pratiques à mettre en place tout de suite pour revoir votre stratégie. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même si elles sortent de l'aspect stratégique. L'objectif, c'est que vous puissiez en repartir avec des éléments très concrets. La stratégie étant quelque chose qui est un peu moins opérationnel que la tactique, donc on va rester sur des choses qui sont quand même plus macro. Alors, donc qui sommes-nous? Je vais peut-être commencer par là. Nous sommes donc chez Imago, nous sommes spécialistes du business développement. Notre métier, c'est d'apporter de la croissance chez nos clients, de générer des leads, mais aussi d'aider nos clients à les transformer. Donc, on intervient sur 3 grandes parties. On a 3 grandes offres de services qui sont le conseil, où on va trouver des solutions pour nos clients, la formation, où on va créer des parcours de formation avec RSB, par exemple. J'en reparlerai à la fin, et aussi avec donc les technopoles, le Pool par exemple, ou Brest Plus, et bientôt j'espère d'autres French Tech, et on fait bien évidemment de la formation intra et inter. Nous sommes surtout, puisque c'est le gros de notre activité, nous proposons en fait des ressources d'externalisation commerciale et marketing, ainsi que de la mise à disposition d'outils, et l'objectif étant toujours bien comme vous l'avez compris, de générer de la croissance. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la stratégie. Et je me présente, donc je suis Benoît Morin, dirigeant d'Imago. Alors, donc sur l'aspect purement stratégique. Déjà, on va parler de qu'est-ce que c'est que la stratégie, puisque souvent, il y a une confusion. Il y a la vision, la stratégie et la tactique. Ce sont 3 choses qui sont radicalement différentes et qui fonctionnent les uns avec les autres et qui sont réellement interdépendants. Et s'il manque une des briques, le risque, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut bien justement savoir se positionner, savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous manque comme brique pour être efficace, de manière à avoir une bonne tactique opérationnelle, savoir comment on va mettre en place la stratégie pour aller générer justement du business. Alors, la vision, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grands objectifs en fait à 20 ans. Je vais y revenir juste après. Et on ne peut pas créer de stratégie si on n'a pas de vision. En tout cas, la stratégie ne sera pas forcément performante et on ne pourra pas aller jusqu'au bout, en tout cas, des idées. Et la stratégie, donc on est sur une projection plutôt à 5 ans, moyen terme. Et si on n'a pas de stratégie, on ne va pas pouvoir justement travailler sur sa tactique, sur son plan d'action pour atteindre cette stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vision? Donc, c'est un vrai prérequis. Donc, il y a 4, pour formaliser sa vision, il y a 4 grandes parties qu'il faut impérativement respecter. Ces valeurs, donc les valeurs fondamentales de l'entreprise, le but fondamental de l'entreprise, ce qu'on appelle un BAG, Big, Hairy and Ambitious Goal, donc des grands objectifs audacieux à 10 ou 30 ans, puisque la vie d'une entreprise, normalement c'est au-delà de 30 ans, mais en tout cas, il y a un vrai point de passage sur du long terme. Et enfin, ce qu'on appelle une description vivante, c'est comment vous allez assembler cette vision dans un discours que vous allez pouvoir présenter. Donc ça, c'est vraiment indispensable, parce que si vous n'avez pas cette vision à 30 ans de là où vous voulez aller, vous n'allez pas pouvoir découper cette vision en stratégie. Et la stratégie, ce sont des points de passage qui vont vous permettre justement d'atteindre votre vision. Beaucoup d'entreprises ont justement posé cette vision. Alors, je vous en présentais une, mais il y a beaucoup de ressources et de littérature sur le sujet. La première, donc c'est pour ceux qui reconnaissent, c'est Walt Disney. Walt Disney, en fait, a un des rares qui a formulé sa vision dès le départ de son entreprise, avant même qu'elle soit créée. Alors, les valeurs, dans le cadre d'une vision, sont ce qu'on appelle injustifiables, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les justifier. Et elles appartiennent au créateur et à l'entreprise. Et les salariés et les partenaires doivent absolument coller à cette vision-là. Donc, c'est aussi même un outil de recrutement pour savoir qui
on va recruter et est-ce que ces personnes collent totalement avec l'esprit de l'entreprise. Donc, les valeurs de Walt Disney sont les valeurs fondamentales de l'entreprise Disney, et pas de Walt Disney d'ailleurs, pas du pet, pas de la personne, parce que c'est deux choses différentes. Donc, pas de cynisme. Encourager et promouvoir les saines valeurs américaines. Donc, pareil, on va pas porter de jugement sur des valeurs d'entreprise. Créativité, rêve et imaginaire. Soins extrêmes portés à la cohérence au détail. Et préservation et contrôle de la magie de Disney. Alors, en quoi c'est intéressant et en quoi ça joue sur la stratégie? Donc, si vous regardez réellement ce qui se passe aujourd'hui, ces dernières années, dans le groupe Disney, le soin extrême porté à la cohérence au détail, si vous êtes allé à Euro Disney, vous allez voir que tout le parc est construit autour de ça. Du soin extrême qui est porté à chacun des détails. Vous avez qu'à voir à l'entrée, il y a des fleurs qui sont peintes et pour le coup, je peux vous assurer que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Donc ces fleurs doivent être peintes de manière régulière. La préservation et le contrôle de la magie de Disney, il faut savoir que Disney est une des entreprises qui fait payer sa référence. C'est-à-dire que si vous voulez vous afficher comme quoi vous travaillez avec Disney, il y a différents grades et il faut payer, même si on travaille effectivement avec Disney, mais pour le dire, il faut payer. Donc ça aussi, ils sont dans un contrôle total de l'image, en tout cas du groupe Disney. Sur la créativité rêve imaginaire, on est sur les politiques d'acquisition pour ceux qui ont suivi l'actualité du groupe. L'achat de la licence Star Wars ou l'achat de Marvel ou même la création de la plateforme Disney+, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que on achète des franchises qui correspondent en tout cas aux qualités rêve et imaginaire sur les deux premières, et la création de la plateforme, c'était pour éviter justement que ce soit Netflix ou Amazon qui diffusent du Disney. Donc on était bien sur la préservation et le contrôle de la magie. Donc ça aussi, on voit bien que ces valeurs influencent énormément la stratégie de l'entreprise. Et y compris aujourd'hui. Donc Disney, c'est quand même pas une jeune entreprise. Et même après autant d'années, ces valeurs sont inscrites dans l'ADN et dans le management du groupe Disney. Le but fondamental de Disney, c'était quoi? C'était rendre les gens heureux. Et ça, il l'avait posé dès le départ. Et c'est ça, aujourd'hui, toute la stratégie du groupe, c'est apporter du bonheur à Disney. Donc c'est pareil, je suis pas là pour juger s'ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas, et sur les saines valeurs américaines. Mais en tout cas, ils sont vraiment dans cette optique-là d'apporter leur définition du bonheur auprès des gens. Donc, une fois que ces deux points-là sont posés, ça permet en fait de passer à l'étape suivante de comment on va faire pour poser sa stratégie. Et j'insiste, tant que la vision n'est pas posée, vous ne pouvez pas créer une stratégie pertinente, efficace. C'est vraiment la grande orientation que vous allez pouvoir prendre. Alors, je suis allé un peu vite. Donc là, c'est Ford pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Et c'est le discours en fait qu'il a donné justement lors de la création de son usine de Ford T, de sa première usine. Donc je vais vous la lire et vous allez tout de suite comprendre qu'on retrouve l'ensemble des objectifs que j'ai évoqués juste avant, à 30 ans et même plus loin, des valeurs et du but fondamental. Je construirai une automobile pour le plus grand nombre. Elle sera si abordable qu'aucun homme gagnant un salaire correct ne sera dans l'incapacité d'en posséder une et de profiter avec sa famille d'heures bénies dans les grands et magnifiques espaces créés par Dieu. Lorsque j'en aurai terminé, chacun pourra s'en offrir une et chacun en aura une. Le cheval aura disparu de nos routes et l'automobile sera tenue pour acquise et nous donnerons à un grand nombre d'hommes un emploi au salaire correct. Donc, dans ce discours-là, qui a été prononcé, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc les valeurs. Donc là, on voit bien que pour lui, justement, les valeurs familiales, de l'automobile familiale, qui correspondent aux valeurs de tradition, sont extrêmement importantes. Et même dans l'organisation qu'il a eue de ses usines, ça a joué énormément. Son objectif de faire une voiture à pas cher, et que tout le monde en ait eu, donc ces objectifs à long terme sont clairement exprimés. Donc là, on est sur les objectifs à 30 ans. Et son but fondamental, et je reviens un tout petit peu en arrière, c'est bien de permettre à chaque ouvrier
de s'acheter une voiture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la description vivante, c'est qu'on va assembler l'ensemble des 4 éléments, des 3 éléments dans un discours percutant. Et c'est une forme de pitch quand on présente son entreprise pour voir là où on veut en venir. Et moi, ce que je recommande, c'est quand on présente sa stratégie, de toujours commencer par sa vision et ne pas hésiter à être ambitieux, mais réaliste. Alors, je reviens sur Disney. Disney, son objectif, c'était qu'à la fin de sa vie, chaque enfant dans le monde ait vu au moins un de ses dessins animés. Et ben, il n'était pas si loin que ça d'y être arrivé à la fin. On pourrait aussi parler d'Elon Musk, qui est quelqu'un qui a posé, en tout cas très rapidement, sa vision. Sa vision aujourd'hui à Elon Musk, c'est quoi? C'est emmener l'homme sur Mars et établir une base pérenne. Et toutes ces entreprises qu'il a pu créer ces dernières années, donc dans les panneaux solaires, dans les batteries, dans les véhicules, dans l'espace, on tourne autour de cette vision in fine et qu'il martèle en permanence. Et toutes les stratégies qu'il va pouvoir déployer, donc les stratégies d'entreprise, commerciale et marketing, sont là pour l'amener à la réalisation de sa vision. Donc on est un peu en amont de la stratégie, mais c'est indispensable que vous ayez cette clé-là de manière à pouvoir poser une bonne stratégie. Il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux, et c'est là où chacun a sa propre définition d'ambition. Il n'y a pas de mauvaise définition, il n'y a pas de mauvaise vision. La vision appartient au chef d'entreprise et à l'entreprise. Et d'ailleurs, l'entreprise, lorsqu'elle est vendue, la vision reste. Et d'ailleurs, les acheteurs ou les investisseurs achètent aussi cette vision-là. Alors, la stratégie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'art de coordonner justement les manœuvres habilement pour atteindre un but. Donc, ce but, on voit bien, c'est ce que j'évoquais juste avant, c'est la vision, donc c'est le but à long terme. Et c'est là où la stratégie, on va y revenir, on est plutôt sur des buts à moyen terme. Et là, la définition entre le commercial, le marketing, la stratégie et la vision, le court, moyen, long terme peuvent varier. Donc c'est là où on va plutôt poser des timings. Donc le domaine d'application de la stratégie, parce que la stratégie c'est global, ça va être militaire, politique, personnel, d'entreprise, commercial, marketing, financière. On peut la décliner de plein de manières. Donc ça, il faut se dire que les outils stratégiques aujourd'hui sont assez malléables pour pouvoir travailler sur plusieurs domaines d'activité. Alors il y en a pléthore, je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui, c'est pas le but de la session, mais je vous donnerai quelques clés et quelques bonnes recommandations, dont un central. Alors il y a quelques stratèges célèbres. Sun Tzu, donc l'art de la guerre, je vous recommande fortement de lire ce livre. Donc ça date quand même, parce que ça a été écrit il y a plus de 3000 ans, mais au final les analogies sont toujours bonnes. Alors je vous recommande plutôt de lire les textes originaux sous forme de poèmes qui sont beaucoup plus impactants plutôt que les versions traduites et commentées. Et sinon, vous pouvez trouver à Nature et Découverte une BD qui est extrêmement bien faite et qui reprend les grands principes de Sun Tzu, donc c'est parfait pour une initiation. Machiavel, je vous le recommande aussi fortement, surtout les discours de Machiavel, qui est un ouvrage exceptionnel. Et Machiavel est un des premiers démocrates, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est exactement, donc bien sûr, il y a beaucoup de parallèles qu'il faut faire avec la situation actuelle, mais c'est comment on va pouvoir travailler avec son écosystème. Et l'analogie, c'est quand il parle du peuple, il parle des clients. Donc ça va vous permettre justement de savoir comment vous allez pouvoir travailler avec vos clients et quelles sont les différentes stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, Napoléon Bonaparte, bien évidemment, et regardez comment ça s'est passé sur la Bérésina. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue stratégique. Steve Jobs, j'en parle même pas. Il y a beaucoup de littérature. On pourrait aussi parler d'Elon Musk, Richard Branson, et Carlos Ghosn, malgré l'actualité, reste un très bon stratège d'entreprise. Donc, il y a énormément de littérature. Donc, n'hésitez pas à lire régulièrement des livres sur de la stratégie, quelle qu'elle soit. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et d'aller glaner des informations et de peaufiner, en tout cas, ces grands axes stratégiques. Alors, Alfred Chandler, c'est un historien des affaires. Pareil, il y a plein de littérature, il a écrit énormément de choses, il a été extrêmement prolifique. Je vous recommande de lire pas mal de ses soit interviews, soit de ses ouvrages. Pour lui, donc la stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d'une organisation,
puis à choisir les modes d'action et d'allocation de ressources qui lui permettront d'atteindre ses buts et ses objectifs. Et ce qui est intéressant dans sa vision des choses, c'est qu'il inclut la tactique dans la stratégie. Donc, c'était plutôt un stratège et un tacticien. D'ailleurs, il fait bien la distinguo dans certaines de ses interviews. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la tactique est forcément extrêmement dépendante de la stratégie. Et on ne peut pas mener des actions opérationnelles si cette stratégie n'est pas parfaitement posée. Alors, pour arriver maintenant sur la stratégie commerciale et marketing, elle n'a qu'un seul objectif. Ça sert à rien de se faire des nœuds à la tête. On n'est pas sur la stratégie globale d'entreprise, financière, etc. Le seul objectif de la stratégie commerciale et marketing, c'est vendre. Quand on parle de connaître ses clients, quand on parle d'avoir une approche marché, quand on parle d'avoir une approche en termes d'offres, aujourd'hui, le seul objectif, c'est vendre. Et ça, j'insiste, et trop souvent, on perd cette notion d'objectif. Donc, il faut évacuer tout le reste et se concentrer sur l'essentiel. Comment je fais pour vendre? Vendre plus rapidement, vendre mieux. Donc ça, c'est exactement ça, l'essence même et la quintessence de la stratégie commerciale et marketing. Alors, la stratégie commerciale, il y a 5 sous-parties sur lesquelles on va réfléchir ensemble là sur le temps qui nous est donné. Donc, on pourrait en avoir plus, mais en tout cas, ces 5-là sont vraiment des fondamentaux. Déjà, quel est le positionnement de mon entreprise et de mes offres? Donc, par rapport à mon marché, par rapport à mes concurrents, etc. Donc ça, c'est indispensable d'avoir cette notion-là de positionnement. Et donc, on revient de connaître, en tout cas, son marché. Et c'est le point 4, de comprendre son marché. Le connaître, c'est une chose, de comprendre, c'est autre chose. Bien sûr, c'est quelle est la politique d'acquisition que je vais avoir. Ça, c'est souvent là où le bas blesse dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ont un très bon parcours client. Ça se passe très bien, ils ont d'excellents taux de transformation, mais la politique d'acquisition est beaucoup trop faible. Et aujourd'hui, nous, on a aussi un mantra chez nous, c'est que tout le monde peut scaler. Alors, scaler, pour ceux qui sont dans l'univers startup, ça va leur parler, c'est industrialiser les ventes. Et ça ne s'adresse pas que à l'univers technologique et aux startups. Toute entreprise peut être en capacité d'industrialiser ses ventes. Tout est une question de moyens et de temps à accorder. Donc, cette politique d'acquisition doit faire l'objet justement d'une analyse précise et de mettre en place une vraie stratégie d'acquisition. Bien sûr, le parcours client, c'est ce qui va faire la réussite de l'acquisition, puisque si le parcours client n'est pas bon, le taux de transformation sera mauvais. La compréhension du marché, j'en ai parlé aussi. Donc ça aussi, c'est indispensable de sentir et de comprendre finement son marché et de l'écrire. Le pire des cas, c'est lorsque on a sa stratégie dans sa tête et qu'elle n'a pas été écrite. Donc ça, c'est indispensable. De se dire aujourd'hui, il faut que je formalise ma stratégie pour que demain mes salariés puissent s'en saisir, ou mes investisseurs, ou mes associés. Et trop souvent, elle reste dans la tête du chef d'entreprise et elle évolue régulièrement, mais on ne la met pas à jour. Et donc ça crée des vraies problématiques de transmission d'informations. Et à partir de là, la tactique ne peut pas être déployée correctement, et ce qui fait que la génération de business est beaucoup plus faible. Bien sûr, la compréhension des clients, c'est aussi essentiel. Et ça, et la compréhension, j'insiste, on est sur le ressenti et l'attente. On n'est pas uniquement sur de l'écoute du besoin, c'est bien de comprendre au-delà ce qu'attendent les personnes en face de nous. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que là, on est plus dans des problématiques commerciales et marketing, donc ça fera l'objet d'ailleurs d'autres webinars. Mais cette notion d'attente est essentielle si vous voulez vraiment performer dans votre activité commerciale et marketing. Alors, de manière générale, pour comprendre, pour faire le parallèle justement sur le positionnement, les offres et la compréhension du marché, c'est de se projeter à 5 ans. Où est-ce que je suis dans 5 ans? Dans comprendre son marché, c'est mes clients, est-ce qu'ils vont toujours acheter mon produit, mon service dans 5 ans? C'est très compliqué, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement et dans la situation dans laquelle on est actuellement. Comment faire pour me projeter dans 5 ans? Il y a une grande règle dans la stratégie. On a toujours tendance à surestimer ce qui va se passer dans l'année, mais à sous-estimer ce qui va se passer dans 10 ans. Donc 5 ans, c'est la moitié de 10 ans.
Et on voit bien, il y a 10 ans, les smartphones, alors un peu plus aujourd'hui, mais il y a 10 ans, les smartphones, c'était presque anecdotique. Il y a 12 ans, et je me souviens de discours de personnes qui me disaient « mais jamais je n'aurai un smartphone, ça ne sert à rien, j'ai pas besoin d'avoir mes mails en permanence, je suis pas sur les réseaux sociaux ». On voit bien aujourd'hui, ne pas avoir de smartphone, y compris en entreprise, c'est un outil de productivité essentiel. Donc là aussi, il ne faut pas sous-estimer les choses. Donc là, il faut absolument faire de la prospective, faire de la veille et se poser les bonnes questions et être en écoute permanente, en tout cas permanente de son marché. Donc, est-ce que vos clients vous achèteront toujours dans 5 ans? Ça, c'est indispensable aussi pour prendre la bonne route en termes de R&D. Trouver et présenter sa proposition de valeur, c'est déjà est-ce que votre proposition de valeur sera toujours pertinente? Parce que si vos clients vous achètent, mais que votre proposition de valeur n'est plus pertinente, parce que ça peut être le cas, ça veut dire que vous laissez la porte ouverte à un concurrent direct ou indirect qui va arriver avec une nouvelle proposition de valeur. Donc ça aussi, c'est indispensable. Et dans la partie objectif, qu'on va aborder rapidement aujourd'hui, c'est est-ce que quelle sera la taille de votre entreprise dans 5 ans? Ça aussi, en termes de structuration d'entreprise et de choix stratégiques et d'investissement sur la partie acquisition, c'est essentiel. C'est essentiel justement de se projeter là-dessus, de savoir de quoi on a envie, déjà d'une part, et où est-ce que on veut aller. Dire je veux être une boîte avec 10 personnes dans 5 ans, c'est une bonne réponse. Dire je veux une boîte avec 150 personnes dans 10 ans ou dans 5 ans, c'est une bonne réponse aussi. J'insiste, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais d'écrire ces choses-là, ça permet en tout cas de se donner les bons moyens. Alors, je vais vous parler rapidement des différents modèles de développement des entreprises. Parce que là aussi, en termes stratégiques, suivant dans lequel on est, dans quel modèle on est, on ne va pas envisager les choses de la même manière. Alors, je les fais pas tous, les modèles de développement, je vous présente les principaux. Sur une startup aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a l'idée, donc on a une idée en tête, on va souvent utiliser le design thinking, d'autres méthodes justement pour avancer. On va créer une maquette, papier, informatique, qu'on va présenter. Donc là, on commence à écouter son marché. On va créer un prototype. Ce prototype, ça va permettre de tester chez le client, enfin chez soi en tout cas, que ça fonctionne. Et le POC technique, c'est ce qui permet de tester chez le client. Donc c'est un prototype chez le client parce que pour valider que ça marche bien aussi. Donc ça permet de tester les usages, l'ergonomie, etc. Le POC commercial, on va valider, donc POC c'est Proof of Concept, on va valider que ça se vend parce que on peut avoir la plus belle idée du monde. Si aujourd'hui ça ne correspond, et ça peut répondre à un besoin, si ça ne correspond pas à une attente, ça ne se vendra pas. Et les attentes peuvent changer. Donc ça aussi c'est quelque chose, et ça peut changer très rapidement. Et on voit bien dans le cas du Covid, les attentes changent, y compris en termes de télétravail par exemple. Il y en a, il y a plein d'exemples dans ce domaine-là. Donc ça, c'est hyper important de valider que son innovation dans le cas d'une startup est vendable et dans le cas ou plutôt achetable de la part, en tout cas, de ses clients. Et ensuite, la phase du MVP, donc le Minimum Viable Product. Donc c'est un produit minimal mais qui est vendable. Donc on a validé que ça se vendait et on commence la commercialisation. Donc très souvent, on va commencer par faire des ventes un peu à la mano avec soit c'est le dirigeant, soit c'est le premier commercial, mais c'est pas encore industriel. La startup va lever des fonds. Souvent, il y a un ralentissement des ventes à ce moment-là parce qu'on restructure l'entreprise puisqu'on a des nouveaux moyens qui nous permettent d'avoir des nouveaux outils d'acquisition. Et c'est là où les ventes peuvent enfin décoller. Et c'est ce qu'on appelle le fait de scaler et en tout cas d'être totalement industriel en limitant les coûts fixes. Dans une PME, c'est un peu différent. Donc, on démarre son activité tranquillement. Souvent, on démarre tout seul. Alors, TPE puis PME, hein, j'entends. Il y a toujours une première embauche qui arrive plus ou moins rapidement. Alors l'échelle de temps est extrêmement variable, hein. Ça peut mettre 1 an comme 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Ça dépend de chaque entreprise, de chaque secteur d'activité. Mais on reste à peu près sur les mêmes modèles de développement. Et par la suite, il y a toujours à un moment ou à un autre une crise de croissance. Alors d'ailleurs, j'aurais pu mettre première, deuxième, troisième, quatrième embauche. Bon, ça dépend du moment auquel ça arrive. Cette crise de croissance, elle est très souvent liée en fait au fait que on n'est plus capable d'accepter des nouveaux contrats parce qu'on est limité par notre capacité d'investissement. Et ça, c'est dans l'univers startup, c'est beaucoup moins vrai parce qu'il y a cet investissement et cette levée de fonds qui arrive. Dans la crise des TPE-PME, c'est extrêmement vrai.
Le problème, c'est que souvent les partenaires bancaires ne financent pas en fait cette croissance, malheureusement, parce que c'est pas matériel. Je vais parler du modèle industriel par la suite. Donc cette crise de croissance, certaines entreprises ne s'en relèvent pas. C'est une des causes de burn-out aussi des équipes et des dirigeants, parce que c'est extrêmement exigeant de la part en termes d'investissement. Et c'est là où, à un moment ou à un autre, ils arrivent à trouver un financement ou à revoir légèrement le modèle économique, donc cette phase peut être plus ou moins longue, de manière à pouvoir réembaucher ou à se structurer pour permettre d'évoluer. Et un jour, il y a forcément une concurrence qui arrive, donc directe ou indirecte, et qui fait que ça s'écroule. L'exemple typique, c'est les taxis G7 et Uber. Les taxis G7, il y a quelques années, c'était une petite entreprise, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, ils ont grandi tranquillement. Ils ont une vraie crise de croissance. Il y a eu un gros investisseur qui est arrivé. Donc, voilà, G7 à Paris, les taxis ont vraiment évolué, pris des parts de marché extrêmement importantes. Ils ne voulaient pas voir Uber arriver, puisqu'ils n'arrêtaient pas de dire que ça ne marcherait jamais en France. La concurrence est arrivée, leur modèle a failli s'effondrer. Ils ont innové. Alors, bon, on passera sur l'innovation, mais ils ont commencé à innover. Et à partir de là, là, ils commencent à essayer de changer, en tout cas de modèle, mais ils sont vraiment là, ici, au creux de la vague. Et à partir du moment où on change de modèle, c'est là où on peut industrialiser une nouvelle fois ses ventes. Alors, dans la vie d'une entreprise d'expertise, donc qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'expertise? C'est les cabinets de conseil, les experts comptables, les avocats, enfin, toutes les prestations intellectuelles. On vend de l'expertise. Il y a un modèle, c'est un modèle de développement qui est très particulier, ce qu'on appelle le développement en dents de scie, où là, on va, souvent d'abord, on commence à vendre paradoxalement avant de démarrer officiellement son activité, par le portage, par de l'auto-entreprise. Bon, voilà, il y a plusieurs moyens. On démarre son activité, donc du coup, on a des premiers clients, donc ça fonctionne très vite et très rapidement parce qu'on a un réseau, donc on a plein de missions, c'est super, on grimpe en chiffre d'affaires, la mission dure, sauf qu'à la fin de la production de la mission, bah, il n'y a plus rien parce qu'on n'a pas fait de commercial. Donc on repart, on fait du réseau, on fait de la prospection, etc. Mais pendant ce temps-là, le chiffre d'affaires, il baisse. On signe un contrat, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, ça rebaisse. Et ça, c'est une des principales problématiques des structures d'expertise, c'est qu'ils ne font pas de commercial et très peu de marketing. Donc, ils sont victimes de ce développement en dents de scie, qui est aussi extrêmement épuisant pour les équipes et pour les dirigeants. Donc là, les deux manières de sortir de ce modèle-là, c'est d'investir dans du commercial et dans du marketing de manière à lisser et avoir une dent de scie qui est beaucoup plus compacte, donc à partir de là, beaucoup plus agréable, ou alors innover et changer de modèle, ce qui permet justement de passer sur un nouveau modèle de développement et là aussi de scaler. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, y compris par exemple dans le milieu des avocats, où il y a plusieurs projets d'automatisation du milieu d'automatisation de l'avocat qui sont en train d'émerger. Alors, pour les industries, c'est un autre modèle qui est encore un peu différent. Donc, pareil, démarrage d'activité. Première phase, on est plutôt sur des choses, d'ailleurs, souvent des petits ateliers avec beaucoup d'opérations manuelles. Il y a un plateau de production qui arrive. Ce plateau de production, c'est parce que on ne peut pas demander aux gens de travailler plus et plus vite. Donc, voilà, on est bloqué. Souvent, il y a un investissement dans un premier outil de production qui permet de gagner un peu en efficacité et d'aller un peu plus loin et qui permet de faire de l'activité commerciale. Là, ces industriels-là commencent tout de suite à faire un peu de commercial, mais dans l'industrie française, le commercial est encore un parent pauvre. Très peu d'industries sont proactives. Elles sont plutôt réactives. Elles attendent les appels d'offres. Dans les quatre typologies des profils commerciaux, qui sont les chasseurs, les éleveurs, les cueilleurs et les moissonneurs, très souvent, le dirigeant est cueilleur, il fait du réseau, il va voir, il est un peu partout, il arrive à avoir des contrats. Les commerciaux en interne sont des moissonneurs, ils sont là pour faire de la réponse à appel d'offres ou de la réponse de devis, mais ils sont pas proactifs. Et ce qui fait que, oui, on arrive à grandir, mais il y a un moment où ça suffit plus. Donc, on peut grandir comme ça pendant des années, des dizaines d'années, voire un siècle entier, mais il y a un moment, il y a une modification du comportement du marché. Typiquement, ce qui s'est passé dans les années 90-2000 avec justement le fait que il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont parties en Chine, ou en tout cas les clients qui ont commencé à acheter en Chine, il y a eu un effondrement des ventes sur les industries françaises. Là aussi,
l'autre moyen, c'est d'aller chercher du contrat en permanence avec des ressources qualifiées et d'investir. Ça aussi, c'est compliqué d'investir dans le commerce et dans le marketing pour des industries. Et celles qui le font, c'est celles qui grandissent très vite, d'ailleurs, en général. Et à un moment, donc on voit bien que l'industrie 4.0, il y a soit on change de territoire, on va à l'international, par exemple, on va sur des nouveaux segments de marché, on innove. Donc ça peut être des innovations radicalement différentes. Là, il y a beaucoup d'industries qui ont innové, par exemple, sur de la des bornes de désinfection, le textile qui s'est mis à faire des masques. Donc on est vraiment sur de l'innovation pour aller chercher de la croissance autre part. Mais il y a plein de manières de voir cette innovation ou ce changement de territoire. Alors, tout ça, vous voyez que à chaque fois, on est dépendant des signaux faibles sur son marché ou de signaux forts, comme en ce moment où il faut pouvoir être réactif très vite. Et c'est là où on n'est pas dans de la stratégie, mais plutôt dans de la tactique. Stratégie, on a 5 ans. Tactique, on est vraiment dans du réactif et dans du court terme. Donc du coup, la première règle, c'est savoir capter l'information. Capter l'information, c'est essentiel. Donc au moins de ses clients, de ses prospects, de ses concurrents. Et ça, c'est un minima. Il y a plein de choses, on peut faire de la veille. Et je vous incite à avoir une veille hyper qualitative et quantitative aussi, si possible, et de prendre ce temps-là, parce que c'est du temps de gagner pour comprendre votre milieu. Dites-vous qu'une heure que vous investissez en veille toutes les semaines, c'est potentiellement une catastrophe évitée, voire du chiffre d'affaires que vous allez gagner par la suite. Le problème, et ce qui est assez décourageant, c'est que la veille, ça paye par à-coup. Donc ça peut être une info par trimestre que vous allez repérer qui va vous faire gagner, ou par semestre, ou même par année. Donc il faut être pugnace aussi de ce côté-là. Alors la méthode, il y a une méthode très simple pour faire de la veille. Donc là, vous voyez en haut à droite, il y a un petit flashcode. Vous allez pouvoir arriver sur une page pour télécharger une matrice Pestel. Alors je vous l'ai pas dit au démarrage, mais vous pourrez à la fin, vous aurez aussi un flashcode et un lien de téléchargement du support. Donc comme ça, vous aurez automatiquement le support à la fin de la session. Donc le Pestel, qu'est-ce que c'est? C'est une manière en fait de poser entre autres sa veille. Ça ne sert pas qu'à ça, mais c'est un vrai outil stratégique autour des aspects politiques, économiques, sociétaux, technologiques, écologiques et légaux. Et à chaque fois, c'est de se dire quels sont les pivots positifs et négatifs que chacune des grandes parties va... quels sont les pivots positifs et négatifs qui pourraient émerger. Par exemple, dans l'aspect technologique, je suis chauffeur de taxi, un pivot négatif, ça pourrait être la sortie d'une plateforme comme Uber ou les véhicules autonomes. Ça aussi, c'est un autre pivot négatif qu'aujourd'hui les entreprises, pour l'instant, ne voient pas, en tout cas dans le monde des taxis ou dans le transport, c'est que ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et d'un point de vue légal, ce serait de dire surveiller justement, d'un point de vue positif, les contraintes légales liées à la sécurité routière pour éviter que ces véhicules autonomes arrivent trop vite. Ou inversement, le pivot négatif, c'est des nouvelles lois qui sont plutôt pro sécurité routière et pour ces véhicules autonomes. Donc ça permet de poser en tout cas sa veille. Donc là, c'est un vrai outil où vous allez pouvoir vous poser à chaque fois les bonnes questions et faire de cette prospective à 5 ans que j'ai évoqué juste avant. Dans 5 ans, quels sont mes risques? Et ça, c'est un outil que vous allez maintenir tous les ans. La bonne pratique, c'est que vous revenez de vacances et vous revoyez votre tactique annuelle au retour des grandes vacances l'été. C'est-à-dire que vous retardez votre retour au bureau de 1 à 2 journées et vous vous enfermez avec vos associés ou votre équipe et vous revoyez votre Pestel, vous revoyez vos matrices, vous revoyez vos outils et vous voyez si vous êtes toujours en adéquation et toujours dans la bonne direction. Une vision, ça ne se modifie pas. Une stratégie, ça peut se modifier si ça ne marche pas ou s'il y a des changements exogènes. Alors là, vous avez 3 logiciels de veille qui sont gratuits, que vous allez pouvoir utiliser. Donc RSS All, alors, qui est plus maintenu depuis 2015, mais qui reste l'outil le plus performant aujourd'hui et open source. Feedly, qui permet d'aller sourcer plutôt la veille, on va dire, d'articles sur le web, et NetVibe, qui est un peu un mix entre les deux. Alors, ils ont aussi du payant, mais en gratuit, ça marche très bien. Et vous allez pouvoir, par les Google Alerts, créer vos propres requêtes, vos propres flux RSS, de manière à surveiller vos concurrents, vos clients, vos marchés ou des termes spécifiques. Et ça, c'est génial parce qu'en quelques minutes, le matin ou en fin de semaine, vous surveillez l'ensemble de votre activité. Et là, vous accélérez, vous dopez votre productivité, vous avez la bonne info et vous pouvez la partager facilement à vos équipes. Alors,
Rapidement sur l'attente et les besoins, même si je le développerai pas plus aujourd'hui. Le besoin, c'est quand on répond à la partie technique, en tout cas des clients. L'attente, c'est on va répondre plutôt de manière empathique et sur le coup de cœur. Je prends l'exemple, il y a un de mes premiers jobs, j'ai travaillé dans l'immobilier et il y a quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, c'est les clients me décrivaient, donc j'étais sur Saint-Malo, les clients me décrivaient un bien. Voilà, je veux 4 pièces, je veux donc 3 chambres, une vue mer, du genre. Souvent, ce qui revenait dans plus de 90% des cas, et quand si vous avez acheté un appart ou une maison, je suppose que vous l'avez senti, c'est du volume spacieux et orienté sud. Et quand ces personnes-là achetaient, très souvent, elles n'avaient pas l'ensemble de ces critères liés aux besoins. Pourtant, dans leur discours, c'était essentiel. Et quand je leur posais la question, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté? C'était le coup de cœur. Et là, le coup de cœur, donc, même en B2B, au final, si ça répond bien évidemment à l'essentiel des besoins techniques, le coup de cœur, c'est ce qui va faire l'acte de décision. Et c'est très souvent là-dessus qu'on perd des affaires. Donc, ça va être vraiment indispensable que vous arriviez à comprendre cette notion de coup de cœur chez vos clients. Qu'est-ce qui fait que vos clients vous choisissent vous plutôt que vos concurrents, ou plutôt vos concurrents que vous, sur des réponses équivalentes? Alors, justement, pour bien comprendre ces clients et comprendre l'attente, il y a quelque chose qu'il faut, un point essentiel. Et trop souvent, surtout quand on fait de l'innovation, quand on a une nouvelle offre, alors ça c'est valable en B2B, c'est pas valable en B2C. En B2B, il n'y a que 4 raisons d'achat pour lesquelles un prospect va vous acheter un produit ou un service. Soit ça va lui permettre de vendre plus et mieux, ça va lui permettre d'augmenter sa productivité, ça va lui permettre de réduire ses coûts, ou c'est obligatoire, mais avec une notion coercitive. Je prends l'exemple des bilans carbone sur ce dernier. Les bilans carbone, aujourd'hui, ça a du mal à se vendre parce que il n'y a pas d'obligation légale coercitive. Il n'y a pas d'amende si on ne fait pas son bilan carbone. Et si on fait son bilan carbone et qu'on ne renouvelle pas, on a un avertissement. Donc c'est très compliqué. Et pourquoi les gens achètent du bilan carbone? Et ben au final, c'est plutôt pour vendre plus et mieux. Parce que c'est un argument de communication pour dire on a fait notre bilan carbone, regardez, on a une entreprise propre. Maintenant, vous pouvez m'acheter mes produits et services parce que je suis différent de mes concurrents. Ou ça va permettre d'augmenter la productivité parce qu'ils sont dans le cadre de validation de process et de voir comment ils peuvent améliorer les process. Mais on n'est pas sur cette notion d'obligatoire. Et très souvent, ces bureaux d'études axent sur cette notion obligatoire et c'est pour ça que ça ne se vend pas ou difficilement. Alors, la meilleure solution que j'avais pu vendre, c'était les défibrillateurs cardiaques. Donc c'était il y a 7 ans maintenant. Et en fait, c'était une boîte qui proposait l'installation et la maintenance des défibrillateurs cardiaques. À cette époque-là, la notion d'obligatoire sur les établissements recevant du public venait juste d'émerger. Et quand j'appelais la grande distribution, justement les grands centres commerciaux, c'était devenu un argument de vente. Venez chez nous, on est équipé d'un défibrillateur cardiaque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des spots publicitaires à la radio et à la télé là-dessus. Ça permettait d'augmenter la productivité parce que ce n'étaient plus les salariés qui s'occupaient du défibrillateur cardiaque, la plupart étaient déjà équipés. Donc c'était bien un prestataire externe, donc ça permettait de réaffecter les salariés à d'autres tâches. Ça permettait de réduire les coûts puisque c'était plus rapide, moins cher, plus safe que lorsque c'était les salariés qui s'en occupaient. Et ça répondait à cette obligation légale la maintenance en faisait partie. Aujourd'hui, souvent, il y avait très peu de maintenance sur ces outils-là. Et je peux vous dire qu'en étant sur cette solution parfaite où on remplissait ces 4 catégories, ça se vendait, mais comme des petits pains. Alors malheureusement, on ne peut jamais ou très rarement être dans dans le fait de correspondre 100% à 100% de ces 4 critères, mais il faut se poser la question pour établir une bonne tactique, et ça on est plutôt en fin de stratégie, de savoir dans quelle catégorie on est. Donc là on est vraiment aussi sur la compréhension de ses clients et des discours qu'on va pouvoir développer. Alors sur la partie attente, et là je vais passer rapidement dessus parce que ça aussi c'est un autre outil où je pourrais faire un atelier là-dessus, et c'est d'ailleurs c'est prévu, c'est les valeurs de Sheldon Schwartz. Sheldon Schwartz, c'est un psychologue américain qui a fait le tour du monde et il a recensé plus de 250 valeurs dans tous les pays. Et il en a déduit 10 valeurs fondamentales qui permettent, alors c'est un outil qui est utilisable dans le commercial, pour la création de sa vision et des valeurs de son entreprise et de connaître ses propres valeurs, mais aussi dans la stratégie pour savoir comment
on va pouvoir comprendre nos clients et donc mettre en place une stratégie. Alors, je ne vous les fais pas toutes parce qu'on a encore beaucoup de points à voir, mais je vous invite fortement à lire justement Sheldon Schwartz. Alors, c'est très axé psycho, mais il faut pouvoir le ramener à sa stratégie. C'est un vrai outil aujourd'hui. Petit aparté, la principale cause des burn-out aujourd'hui n'est pas due à une surcharge de travail, c'est dû à une perte de sens. Et très souvent, c'est parce que en fait, les valeurs métiers sont des valeurs qui sont opposées à nos propres valeurs. Et les valeurs, ça évolue dans le temps. Voilà, donc les valeurs, en fait, il faut savoir sur l'attente fondamentale, et les valeurs sont intimement liées. Déjà, par rapport à ces attentes, c'est que quand vous êtes sur un groupe de personnes qui sont en face de vous, et ça aussi, quand vous allez créer votre stratégie d'approche et d'acquisition avec plein de prospects en face de vous, il va falloir se concentrer sur comment je fais pour convaincre différentes typologies d'interlocuteurs. Si vous avez en face un DG, un DAF, un directeur commercial, un directeur marketing, ils auront chacun leurs propres objectifs. Si on revient un peu en arrière sur cette matrice-là qui est très simple et très basique, certains vont vouloir, le DIRCO va vouloir votre solution parce que ça va permettre de vendre plus et mieux. Alors j'ai pris le DG, mais le DAF, le directeur d'affaires financières, va vouloir plutôt la solution pour réduire ses coûts. Et le responsable marketing va peut-être vouloir, lui, pour augmenter sa productivité. Donc, chacun poursuit ses propres objectifs et c'est hyper important dans sa politique d'acquisition de poser cette stratégie-là et de dire qui fait quoi. Donc là, on va passer par la segmentation marché. Ça varie avec le temps. C'est pas parce que ils ont ces attentes-là que ces attentes vont rester les mêmes. Donc, il faut être en veille permanente sur ses clients de manière à pouvoir changer de cap si nécessaire. Elle varie donc selon les profils de poste, bien évidemment, mais aussi les profils des personnes. Et ça aussi, donc on revient en valeur de Sheldon Schwartz, et elle varie selon les facteurs externes. Et on voit bien la crise du Covid a fait bouger les attentes de toutes les entreprises et de tous les particuliers. Donc il faut pouvoir s'y adapter en permanence. Alors, là, c'est une matrice que je vous propose de travailler qui permet de faire le point sur les besoins et les attentes de vos clients. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est le canevas de la proposition de valeur. Vous allez pouvoir le trouver un peu partout. Ça, elle est assez connue. Ça vous permet de travailler autour des gains, autour des travaux des clients, autour des maux de vos clients, les points de douleur. Et de l'autre côté, sur la partie besoin, c'est comment vous allez créer du gain, quels sont les produits et services et comment vous allez pouvoir soulager ces maux, ces points de douleur. Donc ça, c'est une matrice très simple, elle pose plein de questions et ça vous permet de poser vos questions et vos réponses sur cette matrice-là et de vous donner des premières pistes de réflexion. Alors, je reviens un peu à la genèse. Il n'y a que 3 moyens de développer son entreprise, pas plus. Donc après, la croissance externe, je l'évacue parce qu'on retombe dans les mêmes problématiques. Soit on va augmenter son nombre de clients, soit on va augmenter son chiffre d'affaires par client, donc le panier moyen, soit on va mieux les fidéliser. Donc augmenter le taux de fidélisation. Donc ça aussi, dans votre stratégie commerciale et marketing, c'est de se dire quels sont mes enjeux dans les 5 prochaines années. Normalement, ça va être les 3. Et quelle est votre tactique que vous allez pouvoir déployer? C'est à ce moment-là, cette tactique, ça va plutôt être sur augmenter le nombre de clients. La tactique là, ça va plutôt pour augmenter le chiffre d'affaires, etc. Donc, il faut bien que vous raisonniez à chaque fois sur ces 3 leviers, ce qui va vous permettre d'avoir des bonnes pistes de réflexion. Alors, il y a plein d'outils qui existent. J'aurais pas le temps de tous les détailler aujourd'hui. Donc, la méthode Pestel, on en a parlé. Le SWOT, on en a parlé. Le BCG aussi. Porter, McKinsey, MacTor, donc les 7S de McKinsey, etc. Ça, vous avez beaucoup de ressources. Dans tous les cas, à la fin du webinaire, vous pourrez revenir vers moi et je pourrais vous présenter certaines de ces matrices stratégiques. Elles ont toutes des utilités particulières, mais je vais quand même vous en présenter une en particulier. Alors, je pense que vous connaissez tous les 4 P, mais je vais y revenir parce que c'est un basique. Donc, les 4 P, ça vous permet de poser le sujet, le produit, le prix, la place et la promotion. Quel est mon produit? À quel prix je le vends? Où est-ce que je le vends? Alors, en sachant que la place, à l'origine, ça avait été créé, on était plutôt sur quelque chose de physique, zone de chalandise. Aujourd'hui, avec Internet, cette zone de chalandise a complètement explosé, mais c'est intéressant. Et comment je diffuse, donc comment je fais ma promotion. Alors, par contre, si des consultants vous parlent de la technique des 4 P, fuyez, parce que la technique des 4 P aujourd'hui n'est absolument plus suffisante et d'actualité dans le monde dans lequel on vit. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté un 5e P, qui est le people. Donc, du coup,
avec qui vous allez travailler autour de vous. Quel est votre écosystème? Donc, c'est indispensable de ça. Et quelles sont les compétences qui sont nécessaires à la réalisation de vos objectifs stratégiques? Ça aussi. Et ça, on ne se pose pas assez la question. On pense qu'on va pouvoir recruter tout de suite les bonnes compétences, mais après, c'est combien vont coûter ces compétences-là? Les compétences commerciales et marketing sont des compétences qui coûtent de plus en plus cher. Entre 2017 et 2019, donc j'ai eu les informations la semaine dernière, d'après ce que je peux voir, les salaires ont augmenté de près de 20% sur ces deux métiers-là. Alors, bien sûr, le 5e P n'était pas suffisant, donc il y a eu 2 autres P qui ont été rajoutés sur les 7 P. Quels sont vos process de vente? Et là, on revient sur cette partie acquisition, expérience client. Quelle est mon expérience client? Comment je vais pouvoir justement fluidifier au maximum cette expérience client et ce process client, mais c'est aussi tous les autres process de votre entreprise. Et là, vous êtes commencé à réfléchir en termes aussi d'industrialisation. Comment je vais pouvoir automatiser un maximum de process? Bien sûr, la preuve, donc la physical evidence, c'est comment vous allez pouvoir prouver la proposition de valeur que vous amenez, parce que la dire, c'est bien, la montrer, c'est mieux. Donc, il va falloir que vous puissiez amener de la preuve. Et dans le monde du service, c'est un vrai problème, comment vous prouvez votre compétence et comment vous prouvez votre service. Donc ça, c'est des axes auxquels il va falloir réfléchir. Et pour finir, donc là, aujourd'hui, c'est les 10 P, on peut aller beaucoup plus loin, mais les 10 P sont le minimum vital pour réfléchir à votre projet et poser votre stratégie. C'est la matrice la plus simple et la plus accessible à tous. Sur les partenaires, tous les partenaires qu'il va falloir que vous ayez de manière à pouvoir évoluer et atteindre votre objectif stratégique. Donc le permission marketing, donc ou aussi appelé inbound marketing aujourd'hui. Bon voilà, ça fait pas un P, hein, donc. Mais c'est comment vous allez pouvoir obtenir l'adhésion de vos prospects et qu'ils vous contactent. Donc ça, c'est essentiel aussi, en sachant que l'inbound marketing, c'est important, mais il faut savoir que vous aurez un retour sur investissement à partir de 12 à 18 mois. Donc, et ça coûte au minimum entre 70 et 100 000 euros pour que ça marche. J'inclus là-dedans les salaires des personnes que vous allez pouvoir faire intervenir. Sur interne ou externe, on tombe à peu près là-dedans. Donc, il faut être très au fait là-dessus. L'outbound marketing, pour que ça fonctionne, donc la prospection, qu'elle soit digitale ou physique, on va être sur des budgets entre 50 et 70 000 euros, en comprenant aussi les salaires avec un retour sur investissement entre 8 à 12 mois à peu près. Et enfin, donc, la vache pourpre. Donc, la vache pourpre, c'est comment être remarqué et être remarquable. Et c'est l'exemple, en fait, de Milka, où aujourd'hui, quand on parle de vache pourpre, c'est pas marqué Milka dessus, mais je suis sûr que vous l'avez pensé. On pense tout de suite à cette marque-là qui a extrêmement bien réussi son coup. Donc, pareil, quand on parle de marmotte et chocolat, ça marche aussi. Alors, à retenir, il y a 5 composantes de votre stratégie qui est essentielle et 5 bonnes pratiques. Faire de la prospective, ça c'est indispensable pour maintenir à jour votre stratégie et être certain que vous soyez toujours en fait et que ça fonctionne bien. Comprendre son marché. Donc ça, j'insiste sur connaître et comprendre. Connaître son marché est une chose, le comprendre c'en est une autre. Donc il faut aller assez loin. D'ailleurs, j'ai mis 2 fois ce qui compte, c'est le déploiement. Donc, ce qui compte, c'est le déploiement de votre stratégie plus que votre stratégie. Donc, la tactique, c'est extrêmement important parce que vous avez beau avoir les plus beaux objectifs et avoir posé toute votre stratégie, si vous n'arrivez pas à la déployer, ça ne va pas fonctionner. Être ambitieux, c'est aussi important. Et là, votre ambition vous appartient. Donc, ambitieux, c'est pas faire une boîte démesurée, mais il faut que vous puissiez avoir fixé un cap stratégique à 5 ans suffisamment ambitieux pour pouvoir vous motiver. Ça, c'est indispensable. Et pareil, donc sur la stratégie, donc le dernier point, c'est il faut la matérialiser, l'écrire. Et ça, si vous ne la matérialisez pas, vous n'allez pas pouvoir avancer sur votre stratégie. Donc là, les 10 P est une des matrices qui vous permet de matérialiser votre stratégie. Il y en a d'autres, et ça, on aura l'occasion d'en discuter. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger, comme je le disais, le support de formation soit en flashant le code, soit alors vous pouvez pas cliquer sur le lien, mais en rentrant le lien sur votre navigateur. Vous allez avoir un petit questionnaire dans cette section et vous allez recevoir par mail le support. Écoutez, si vous avez des questions, alors je vais pas enclencher le micro parce qu'on est nombreux, sinon en fait on se neutralise les uns les autres, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur cet atelier, même si on sort de la stratégie, qu'on est soit sur la vision, la tactique ou toute question autour du business développement. Voilà, je vais rester en ligne tant qu'il y a des questions. Donc maintenant, c'est à vous.